Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un retour sur l'épisode 12 de Star Wars Andor saison 1, c'est le dernier épisode de cette saison 1. La série va contenir 2 saisons et je voulais revenir évidemment sur ce final puisque on a traité de toute la saison, épisode par épisode, semaine après semaine, et il faut bien sûr parler de cet épisode 12, le dernier de la saison 1. C'est un épisode intéressant parce qu'il met évidemment en place une espèce de mini-film en fait sur Ferrix pour nous expliquer ce qui se passe et évidemment cette espèce d'étincelle de rébellion qui apparaît du coup dans cet épisode 12, très thématiquement porté sur la rébellion, l'oppression de l'Empire, mais aussi ce qu'en fait Ferrix et sa population, et aussi le destin de Cassian Andor, mais aussi un certain nombre d'autres personnages qui gravitent autour de lui. On y reviendra bien évidemment dans cette vidéo. Le début de l'épisode nous met en place évidemment la présence impériale dans cette planète de Ferrix qui est au bord de l'explosion, tout simplement, après le décès de Marva Andor, et on verra qu'elle va jouer un rôle extrêmement important dans cet épisode, même si c'est un rôle posthume, mais un rôle extrêmement important tout de même. Cette manifestation de l'Empire et de cette rébellion ne peut pas être mise en place sans évidemment les mécaniques d'oppression que l'on voit tout au long de cet épisode se manifester dans la présence de soldats, mais aussi la présence d'indicateurs, plus ou moins. Alors ce personnage-là qu'on avait vu dans les 3 premiers épisodes qui demandait à Andor de le rembourser et Andor lui disait « Ben non, désolé, je ne te rembourserai pas ». Voilà, qui va se venger. Donc il y a pas mal de choses qui font un petit peu un cercle du début de la saison 1 jusqu'à la fin de cette saison 1, puisque on nous rappelle certaines choses et on met un terme aussi à certains arcs narratifs de certains personnages. Donc chose intéressante ici, on découvre du coup Andor revenir sur un lieu, on va dire, de recueillement, puisque c'est la brique d'un des personnages qu'il avait recueilli avec Marva Andor quand il était gamin. Cassian Andor qui bien sûr retourne sur Ferrix et va essayer de comprendre ce qu'il peut faire pour aider les uns et les autres, assister bien sûr aux funérailles de sa mère, mais aussi aider Bix Kalin puisqu'elle est en grande délicatesse dans les prisons, dans les geôles de l'Empire sur Ferrix. On a évidemment Luten Rael qui lui aussi a pas mal d'intérêt à revenir sur Ferrix puisqu'on le rappelle, lui il a plutôt l'intention de mettre Cassian Andor hors d'état de nuire, et chose intéressante, les impériaux eux veulent le capturer seulement, alors que Luten, Vel et Cinta eux, mais ils ont plutôt l'intention de le tuer pour qu'il ne puisse pas parler justement à l'Empire. Donc évidemment, voilà, chose intéressante, le mode opératoire n'est pas le même. Et alors évidemment sur cette mise en place, il faut absolument qu'on parle de ce manifeste de la rébellion qu'on entend ici pour la première fois, puisqu'on l'avait vu, on a Cassian qui l'a gardé après qu'on le lui a donné, on l'a entendu très très rapidement dans l'épisode 11, et là on entend véritablement des phrases très très importantes de ce manifeste qui nous explique que la tyrannie se fissure, elle prend l'eau, l'oppression ne masque que la peur, et ça c'est quelque chose qui va revenir dans cet épisode 12, et un jour une seule décision brisera le siège de l'oppression. Il dit que il ne faut jamais oublier qu'il faut essayer. Et que, en réalité, il y a beaucoup plus de gens qui sont pro-rébellion qu'autre chose. Mais les gens sont dans une rébellion différente les uns des autres, tout simplement, puisque chacun vit l'oppression différemment et a une manière de se soulever contre l'oppresseur qui est différente. Et ça, c'est quelque chose qui a l'air d'avoir vraiment résonné dans l'esprit de Cassian Andor, puisque on le voit véritablement déterminé, et c'est sans doute pas la première fois qu'il écoute ce manifeste, et je trouve ça très intéressant de nous avoir donné quelques bribes de ce que ça contient, et finalement c'est une position très philosophique sur ce qu'est la rébellion et sur ce qu'est la tyrannie, et on nous explique que finalement la tyrannie et les mécaniques d'oppression, ce ne sont qu'un cadre en réalité. Si ce cadre il finit par exploser, eh bien, le peuple reprend le pouvoir par rapport justement à l'oppresseur qui lui doit avoir justement ce cadre, ces règles pour se rassurer lui-même dans son autorité. Mais si cette autorité elle se fissure, c'est là
que la rébellion peut survenir. Et c'est très exactement, c'est le moment pour moi de vous dire que si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air et le commentaire, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez également m'aider en participant directement financièrement à mes activités sur YouTube, en devenant un membre de cette chaîne YouTube directement en cliquant sur le bouton rejoindre ou dans la description. Vous pouvez également me faire un don régulier ou non sur ma page Utip qui est ouverte à cet effet, et enfin m'écouter sur le podcast PopTier avec un ami. On l'a créé il y a quelques mois et ça nous fait très plaisir quand vous l'écoutez. Et puis bien sûr vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Dans cet épisode 12, justement, on a les funérailles de Marva Andor qui sont organisées, et on a ce parallèle, bien sûr, entre l'épisode 3 où on entendait la population de Ferrix faire de la musique ou faire du son, et ce son était vécu comme potentiellement extrêmement dangereux pour la présence impériale, et là, à nouveau, et là ce n'est plus le son qu'on entend et différentes personnes de Ferrix jouer dans les rues, c'est uniquement le sonneur de cette fameuse cloche qu'on entend qui martèle. Et ça, on sent bien qu'à ce moment-là, les impériaux ne sont pas du tout rassurés au moment d'entendre cela, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est inhabituel. Et ce qui est inhabituel et qui rassemble, cette musique qui rassemble, est évidemment extrêmement importante pour eux et il faut réagir. Chose intéressante, le cortège funéraire est emmené également par tout un orchestre. Et cet orchestre, où va-t-il ? Juste devant le barrage policier, et on peut véritablement parler de ça, hein, c'est une présence policière en réalité sur Ferrix, et il y a vraiment des parallèles. Je sais pas si vous avez déjà vu des manifestations qui sont emmenées par un cortège de CRS par exemple, mais ça ressemble exactement à ce qu'on voit dans cet épisode 12, et alors évidemment, si vous avez vu aussi des images de manifestations qui se passent assez mal, des images de violences policières aussi, on est tout à fait dans le thème de ce qu'on voit dans cet épisode 12. Et on voit que le peuple est un petit peu massé dans un endroit spécifique où un orateur va prendre la parole, et chose intéressante, c'est Marva d'Outre-Tombe qui va parler et évoquer ce qu'elle a à dire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit le rapport de force entre la foule innombrable et l'autorité qui certes est armée, mais elle semble dépassée en termes de nombre. Voilà, on voit ici sur cette image, on ne voit pas un seul impérial qui sont derrière en réalité ce plan, et on voit ici Marva qui prend la parole. Et ce discours est extrêmement puissant. Moi, il m'a donné des frissons, il m'a fait venir des larmes, c'était très 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 émouvant d'entendre Marva appeler le peuple à la rébellion, puisqu'on l'a vu, hein, Marva c'est quelqu'un qui prônait ça aussi, la résistance face à l'oppresseur, et je trouve qu'elle utilise des mots extrêmement puissants qui touchent directement à vif et dans le cœur. Je pense notamment à des choses qu'elle dit. Elle dit que elle a assisté à beaucoup de funérailles et que les morts l'ont portée avec leur vérité. Et ici, elle aspire à les porter également. Elle dit que les habitants de Ferrix se sont endormis, que ils ont oublié la présence des impériaux, et qu'elle-même, elle s'est détournée de la vérité. Je trouve que sa phrase sur cette blessure qui ne guérit pas dans la galaxie est très puissante, puisque bien sûr, ça parle de l'impérialisme de Palpatine, et elle met ça en relation avec une blessure, une maladie finalement, et elle dit que on l'a laissé se répandre, et qu'elle compte bien rester là où précédemment elle ne faisait que visiter Ferrix. Et c'est là que les choses commencent véritablement à bouillir, et il y a ce petit geste dont parlait un petit peu le manifeste rebelle un petit peu plus tôt, ce geste d'un officier de l'Empire qui va couvrir B2EMO, le droïde qui est en train de projeter l'image de Marva, et ce faisant, il va le repousser, et c'est là qu'il met le feu aux poudres. Et ça, c'est hyper intéressant, puisque ce petit geste dont parlait le manifeste de la rébellion, il n'est pas créé par un rebelle lui-même, mais par un impérial qui perd le contrôle finalement de la situation, ce faisant. Tout simplement parce que il choisit de provoquer
sans s'en rendre compte, ou du moins il ne s'en rend peut-être pas compte, que voilà, la violence qu'il crée, c'est lui qui l'a créé, c'est pas le peuple. Voilà, c'est certes le peuple est galvanisé par Marva, mais voilà, cet homme qui décide d'essayer de la faire taire, et ben c'est là justement que le peuple réagit, et c'est là que tout explose. Cette fameuse étincelle qui va amener la flamme de Ferrix à s'embraser. Il y a véritablement quelque chose d'extrêmement puissant dans le message de cet épisode 12, et bien sûr s'ensuit la bataille dans les rues, cette espèce de guérilla urbaine, et évidemment on voit bien qu'ils font ça au péril de leur vie, puisque que fait l'Empire pour réagir? Eh bien il sort les armes et il tue, contrairement évidemment au peuple qui vient là en démonstration à la base. On rappelle qu'à la base, ce n'est qu'une procession funéraire. On a Cassian qui, lui, pendant ce temps, profite de ça pour aller libérer Bix-Caline, qui est dans un état franchement déplorable, et voilà, tout simplement, l'Empire qui essaie de se débrouiller. Moi, j'ai trouvé des séquences assez intéressantes, c'est des séquences où Dedra Meero est prise à partie par le peuple et quasiment lynchée, hein. Elle est sauvée bien sûr par Cyril Karn qui heureusement a des choses à faire dans cet épisode 12, elle sauve Dedra Meero, donc on imagine bien que ces deux personnages vont finir par céder dans la suite de la série et vont revenir. Les choses intéressantes en tout cas, c'est que Cyril Karn n'a pas grand chose d'autre à faire dans cet épisode 12, qui est un petit peu dommage. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus dans l'adversité face à Cassian Andor, mais on imagine du coup que ce sera plutôt pour la saison 2, donc l'explosion, je vous le disais. Il y a véritablement ce côté, l'Empire perd le contrôle. Mais perd le contrôle de la situation sur tous les fronts, puisque il est forcé à la violence, forcé de tuer, ce qui est pas forcément l'objectif sur une planète et au vu et au su de tous. En général, ce qu'on les a vu faire, c'était plutôt des choses cachées, des choses dans les geôles, notamment autour de Bix-Caline. Il y a vraiment ce côté, ils sont obligés d'utiliser la manière forte parce que ils n'ont plus le choix. Sinon ils se font totalement dépasser. Il y a aussi ce côté, habituellement les impériaux ont cette tenue impeccable, ont cette coiffure impeccable, ce visage complètement impassible, et là quand on les voit, que ce soit cet homme-là ou Dedra Meero, il y a ce côté, là on sait plus quoi faire, on est perdu, et voilà, on est complètement terrifié et dépassé par la situation. J'ai trouvé ça absolument incroyable de voir ça. C'est subtil finalement, mais c'est présent, et quand on voit Dedra Meero trembler comme une feuille, terrifié face à Cyril Karn, on voit bien que cette situation les a complètement bouleversés, et que c'est finalement quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas, puisqu'au tout début, on va le rappeler quand même, mais le BSI est extrêmement fier de son coup, et apprend que sur Spellhouse ça s'est très très bien passé, qu'ils ont absolument dézingué tout le monde du commando d'Antokregir, qu'ils ont même pas fait survivre Antokregir pour le questionner, et que du coup ça retombe sur Dedra Meero pour faire en sorte de capturer Cassian Andor pour trouver Axis. Donc il y a ce côté-là aussi qui est intéressant de voir du côté de Dedra Meero. Mais en tout cas, chose intéressante, à la fin de cet épisode 2, on a un certain nombre de personnages qui survivent et qui s'en vont de Ferrix. C'est bien sûr le petit commando avec Brasso, avec Bix-Caline bien sûr, avec B2EMO, une nana qui s'appelle Jez, et le gamin qui a fait péter la bombe dans la rue dans Rix Road. Donc à ce moment-là, on se dit bon bah Cassian va s'enfuir lui aussi avec les autres, et ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? Cassian Andor décide finalement de rester sur Ferrix, et on apprend un petit peu plus tard qu'il est allé voir Luthen Rael. Et oui, puisqu'on le rappelle, dans cet épisode 12, l'enjeu des rebelles, c'est tout simplement d'aller exécuter Cassian Andor pour le mettre hors d'état de nuire, et surtout le mettre hors d'état de nuire à la rébellion et à la cellule de rebelles d'Aldhani, tout simplement. Et ça, c'est évidemment une disposition prise par Luthen Rael pour justement protéger sa rébellion à lui. Donc comme d'habitude, les grands moyens, la moralité complètement problématique de Luthen Rael, et dans cet épisode 12, on voit bien sur les jeux de regard, c'est vraiment, et parfois on a l'impression de regarder
un western où tout le monde se regarde de point en point. Ici, on a Cassian Andor qui regarde Luthen Rael sans que Luthen Rael ne le voie. Il y a bien ce côté-là très très présent avec, pareil, les indicateurs qui se donnent des informations les uns aux autres dans cet épisode 12. C'est vraiment une série qui met en scène l'information, comment on la prend, comment on l'évoque, comment on la colporte. Et ça, c'est toujours aussi intéressant comme thématique. Mais ici, on voit bien qu'au bout du compte, à la fin de cet épisode 12, Cassian Andor a compris ce que souhaite faire Luthen Rael. Il a bien compris que Luthen est là pour l'exécuter, et ici, à la fin de cet épisode 12, Cassian fait un choix. Il lui donne son pistolet, et lui dit « Tue-moi, ou emmène-moi avec toi ». Et ça, c'est extrêmement puissant, bien sûr, pour ce personnage qui, au tout début, on le rappelle, de sa rencontre avec Luthen Rael, n'avait absolument aucune intention de rejoindre un mouvement comme la Rébellion. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de partir, gagner de l'argent et se mettre un petit peu au vert, tout simplement. Et là, il y a vraiment un changement chez Cassian Andor qui se dit « ça y est, je suis all-in ». C'est aussi la sédimentation de sa réflexion pro-rébellion, sa réflexion anti-empire, surtout, j'imagine, et il comprend bien qu'il a quelque chose à faire. Et c'est, quelque part, peut-être aussi, grâce à Marva, qui, on le rappelle, dans cet épisode 12, lui laisse un message d'outre-tombe. Il y a évidemment ce message qu'elle colporte à tout le peuple de Ferrix sur X-Road, mais bien sûr, juste pour Cassian lui-même, elle lui dit que, à travers Brasso, que Cassian a le potentiel de devenir quelqu'un, un grand leader de la rébellion. Et ça, c'est évidemment extrêmement important pour ce personnage qui, à la fin de cette saison 1, a un petit peu mis au point, terminé, conclu sa transition de quelqu'un qui pense à lui même s'il recherche certains personnages, notamment sa sœur. Là, il y a ce côté je sais quoi faire, je sais que je peux aider. Et là, c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'on voit vraiment les prémices de ce qu'est Cassian Andor dans Rogue One. Et je suis très curieux de voir dans quel état on va le retrouver dans la saison 2 de Star Wars Andor, puisque là, il a entamé et terminé presque sa transition vers le héros rebelle qu'il doit être dans Rogue One. Et ça, c'est absolument passionnant de voir que dans cette série, dans cette saison 1, dans le cours de ces 12 épisodes, on a véritablement eu ce personnage qui a avancé. Il y a un dernier personnage dont il faut qu'on parle bien sûr sur cet épisode 12, c'est Mon Mothma. Mon Mothma qui est sur Coruscant, et c'est... il y a très peu de scènes sur Coruscant dans cet épisode 12, puisque beaucoup se passe sur Ferrix, mais là, chose intéressante, ce qui se passe entre Mon Mothma et Perrine, son mari, c'est que elle l'accuse de s'être remis à parier de l'argent. Et là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Est-ce qu'elle n'est pas en train, finalement, parce qu'elle sait très probablement que son chauffeur est en train de les écouter, elle dit tout ça probablement pour le faire passer comme le responsable des mouvements financiers étranges qu'il y a sur leur compte. C'est peut-être pour ça. On peut aussi du coup se demander pourquoi elle choisit de faire ce qu'elle fait à la fin de l'épisode. Donc là, ici, on voit le chauffeur qui écoute aux portes, mais aussi qui va colporter le tout au BSI. Donc ce qui confirme bien sûr que le Bureau de sécurité impériale a évidemment des oreilles un petit peu partout chez les Mothma. Et là, évidemment, Perrine qui comprend ce qui se passe, mais qui dit « on essaie de te nuire à travers moi ». Et ça, c'est intéressant, puisque là, on a véritablement la relation entre mari et femme qui change, puisque précédemment, on avait un mari qui était très sûr de lui. Et là, il y a quelque chose qui se fissure dans son regard, dans son jeu, dans sa façon de s'exprimer face à Mon Mothma, et Mon Mothma qui reprend un petit peu le pouvoir par rapport à lui. Certes, il essaie un petit peu de démentir, et elle insiste, et ça c'est intéressant. Mais, du coup, on peut se demander pourquoi elle finit quand même par vendre sa fille à Skul Dun, puisque, on le rappelle, ce que Tay Kolma lui disait, c'est que il fallait
marier la fille de Mon Mothma au fils de Skúldunt pour faire, voilà, un petit peu paiement du blanchiment d'argent qui est parti des 400 000 crédits qui manquent des comptes de Mon Mothma, et finalement elle décide bien d'accéder à sa demande, tout simplement. Ici, on a donc la présentation officielle de la fille de Mon Mothma et de Perrin qui se présente du coup à ce jeune homme, et on voit bien Skúldunt juste à ses côtés. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant d'un point de vue mise en scène, puisqu'on voit toujours, encore une fois, ces octogones très précis des appartements de Mon Mothma, et là où l'on avait vu précédemment que c'était Mon Mothma qui était surcadrée dans ces octogones, dans ces appartements, ce n'est plus elle qui est piégée. On va le voir dans le plan juste ici, c'est que ici, c'est la fille de Mon Mothma qui est surcadrée. Et les deux parents sont de part et d'autre. Donc on a ce côté finalement parallèle avec tout ce qu'on a vu dans les précédents épisodes, où on avait cette femme, cette sénatrice qui est piégée dans ce qui lui arrive, et désormais, ce qu'elle fait, c'est qu'elle impose le piège à sa fille, qui désormais doit faire un petit peu accéder aux demandes de ses parents, et la voici donc menée comme une pièce finalement par ses parents, donnée en échange de quelque chose en faveur tout simplement de la cause de la rébellion. Évidemment quelque chose d'extrêmement moralement intéressant, moralement extrêmement gris, comme beaucoup de choses dans cette série, et moi j'ai trouvé ça passionnant de bout en bout sur cette saison 1. Qu'avez-vous pensé, vous, de cette saison 1 ? Qu'avez-vous pensé de ce final de cet épisode 12 ? Moi j'ai adoré. J'ai trouvé ça incroyable, j'ai été extrêmement ému par beaucoup de ce qui se passe dans cet épisode 12, j'ai trouvé que c'était bien mené de bout en bout, c'était un grand plaisir de découvrir cette saison 1 avec vous de Star Wars Andor. Bon, mon seul regret c'est que moins de monde s'intéresse à cette série, et c'est bien dommage parce que je trouve que cette série a beaucoup d'arguments en sa faveur, mais quoi qu'il arrive, j'ai été très heureux de partager avec vous mes découvertes et bien sûr mes petites analyses qui ont pu être plus ou moins bonnes selon les épisodes et selon les semaines, bien sûr, mais voilà. Qu'avez-vous pensé de cette saison 1 ? Est-ce qu'on continue à en parler d'ici la saison 2 ? Alors la saison 2, ça sera pas pour tout de suite, on aura l'occasion probablement d'en parler dans de futures vidéos, mais quoi qu'il arrive, un grand plaisir pour moi de vous parler de cette série Star Wars, puisque honnêtement c'était dans le très haut du panier des séries Star Wars chez Disney+, c'est probablement ma préférée, même devant The Mandalorian. Voilà, c'est quoi votre top des séries Star Wars sur Disney+, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. D'ici là, on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Oubliez pas les commentaires, le pouce en l'air, l'abonnement, la petite cloche, le Utip, les réseaux sociaux, ça me fait toujours très plaisir de vous voir partager mes vidéos. C'est aussi pour ça que on existe sur internet, et voilà, si vous avez quelques deniers à me donner, c'est très important pour la pérennisation de mon activité sur YouTube de me faire des dons réguliers si vous êtes en mesure de le faire. Et merci évidemment à tous les tipeurs anciens ou présents. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Salut à tous!